Nous allons continuer sur cette thématique-là, les dernières cartes du diable, et nous allons aborder l'acte 3. Alors, il y aura un acte 4 et 5, certainement. Cet après-midi, on va essayer de reprendre dès le départ, parce que je pense qu'on a été complètement formaté, et l'idée, c'est vraiment de comprendre dans quelle dimension, dans quel domaine nous avons été formatés pour être déformatés. Nous avons en toile de fond toujours, au travers de ce thème, de ce titre, les dernières cartes du diable. Pour rappel, ce sont ces 3 ouvrages écrits par un journaliste allemand, Günther Schwab, qui a imaginé un récit entre le diable et 4 personnes appartenant à des professions différentes, ingénieurs et autres. Et il a imaginé un dialogue dans lequel le diable est le ministère de l'extermination et dans lequel il dévoile un petit peu son plan de destruction de l'humanité. Et je pensais que ce titre et ce thème étaient très intéressants par rapport au thème que nous sommes en train d'aborder. Il est important de comprendre que la voie d'accès, la première voie d'accès à l'être humain, c'est l'esprit, mais il y a bien d'autres voies d'accès. Les médias, souvent, ont été un petit peu des anticipateurs de ce qui allait se passer, notamment au travers de la science-fiction. Je ne vais pas rentrer et faire l'apologie de films, mais il est intéressant de voir, vous avez par exemple ce film qui est un film qui date, Fahrenheit 451, qui est tiré d'un ouvrage de Ray Bradbury. Au travers de ce livre, on se projette dans le futur, dans un monde en guerre qui interdit la lecture. Et vous avez une brigade qui s'appelle la brigade 451. 451 étant censé être le point de fusion d'un livre, qui intervient dans les maisons pour brûler les livres. Et ces pionniers d'un nouveau genre ont pour mission de circonscrire les foyers qui sont les foyers subversifs. Vous avez un film qui est un peu plus récent qui s'appelle The Giver, où là aussi on se projette dans un futur lointain. Et dans ce futur lointain, les émotions ont été complètement éradiquées. On a supprimé toute trace d'histoire. Et personne n'est alors en mesure de se souvenir de quoi que ce soit, sauf une personne qui regroupe l'ensemble des souvenirs de l'humanité. Je ne vous conseille pas de voir ces 2 films qui n'ont aucun intérêt, si ce n'est dans cette projection de nous interpeller. Se pourrait-il que, première mention, première référence, Fahrenheit 451, qu'il n'y ait même plus besoin de rentrer dans les maisons pour brûler les livres, mais c'est que nous n'en voulions même plus et qu'ils ne nous intéressent plus, même s'ils sont dans nos bibliothèques. Vous voyez comment on peut faire de l'anticipation, mais on peut nous-mêmes finalement accomplir cela. Et se pourrait-il que, par rapport à cette deuxième référence, et c'est surtout sur celle-ci que j'aimerais m'arrêter, que dans ce film qui se projette dans un avenir où les émotions ont été éradiquées, se pourrait-il que nous-mêmes, nous ayons éradiqué nos propres émotions? Et là, c'est beaucoup plus grave. Donc il n'y a plus besoin forcément d'imposition par la force pour arriver à cet état-là, mais que par nous-mêmes, nous soyons acteurs de notre propre destruction dans ces 2 cas-là. Et malheureusement, je crois que la réalité a dépassé la fiction. On avance. Donc, changer notre goût, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, va amener un changement au niveau de notre humeur, au niveau de notre comportement, au niveau de nos émotions, et le but, c'est de créer une dépendance totale. Parce qu'il est beaucoup plus facile, plutôt que d'imposer les choses par la force et la dictature, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus fort que les personnes elles-mêmes en arrivent à accepter cela. Est-ce qu'on se suit? Alors, ce reformatage, il s'est fait, je voulais la dernière fois, en me projetant sur cet après-midi, aborder un petit peu la manière dont les jeunes sont reformatés. Mais après coup, je me suis dit, mais aborder ce reformatage au niveau, par exemple, des adolescents, mais c'est beaucoup trop tard. Il faut commencer plus tôt. À partir de quand ce reformatage a eu lieu? Et j'aimerais prendre cette vidéo pour illustrer quelque chose.
cette image. Un individu qui se balade dans les rues de Berlin, 99 téléphones qui sont tous connectés, suffit eh bien, à faire détourner toutes les voitures de la route qu'il emprunte. Et je me suis dit, mais se pourrait-il qu'à travers de cette image, nous soyons nous dans ce même cas? C'est-à-dire qu'on était totalement déconnectés du GPS de Dieu, où Dieu veut nous amener à un point, et finalement, tout ce qu'il y a autour de nous nous empêche d'arriver au point de destination, parce qu'on a été complètement parasité, complètement piraté, comme cet homme l'a fait simplement en mettant 99 smartphones dans ce chariot pour complètement eh bien, détourner la circulation du chemin qu'il emprunte. Et je me suis dit, mais c'est une image intéressante, parce que nous sommes finalement dans cette situation-là. Ce reformatage, qui concerne-t-il? Alors, ici, vous avez un panel avec toutes les tranches d'âge, du plus vieux au plus jeune. Mais il manque quelqu'un. Qui manque-t-il, d'après vous? Qui a dit ça? Exactement, il manque le fœtus. Bingo, ne vous inquiétez pas, il y en a également pour le fœtus. Parce qu'aujourd'hui, quand on est jeune, on a envie de construire une famille. Une famille, c'est un homme, une femme, et on a des enfants. C'est comme ça que normalement la famille est normalement constituée. Alors, comment on en est arrivé à changer notre goût, pour changer notre humeur, pour changer notre comportement et créer une dépendance totale, d'avoir un reformatage complet, parce que ce sont ces pièces de notre esprit qui se sont envolées et pour lesquelles il y a eu une prise de possession, une mainmise. Et on va voir comment. Rien que dans le choix du conjoint, parce qu'avant de créer une famille, il faut trouver quelqu'un, l'âme sœur, homme ou femme. On est d'accord. Comment, rien que dans quelque chose qui peut être banal, eh bien les choses se sont immiscées pour nous faire prendre eh bien, des décisions qui sont des décisions totalement subjectives. Alors, rien que dans ce que l'on appelle les relations prémaritales, donc la fréquentation avant mariage, rien que là, on voit qu'il y a eu un formatage complet. Des recherches contemporaines montrent que les couples qui ont fait l'amour avant de se marier ont 3 fois plus de risques de divorcer que ceux qui ont attendu le mariage. Alors, rien qu'avec ce chiffre, vous vous dites, quand vous avez trouvé l'âme sœur, je ne pense pas qu'il vienne à l'esprit de quelqu'un en se disant « mais enfin j'ai trouvé l'être tant attendu », je ne pense pas que vous voulez vous placer dans les conditions optimales pour eh bien, créer une famille et faire que 10, 20, 30, 40 ans après, vous soyez toujours avec cette personne. Donc si on vous dit dès le départ, voilà, si vous faites juste ça, vous avez 3 fois plus de risques de divorcer. Je pense que quelqu'un de normalement constitué devrait se dire « ah non, mais là, je ne peux pas passer à côté de ça ». Donc, normalement, si on était normalement constitué et si on apprenait à nos jeunes l'implication de cela, ce qu'un acte qui peut paraître banal en essence a une répercussion catastrophique au final, à savoir augmenter de 3 fois le taux de divorce. C'est un journal tout à fait officiel. Pas de sexe avant le mariage, le bonheur assuré, point d'interrogation. Et voici ce que nous pouvons lire. Les chercheurs américains ont interviewé plus de 2000 couples mariés entre 2006 et 2009. Afin de répondre à une ultime et réelle question, ceux qui ont attendu leur nuit de noces pour avoir des relations sexuelles sont-ils plus heureux que ceux qui se sont accouplés avant de se passer la bague au doigt? Bonne question. Parce que oui, il a bien été démontré que les couples abstinents, entre guillemets, donc qui attendent le mariage pour faire l'acte sexuel, sont plus satisfaits. Leur relation aurait 22% en plus de stabilité par rapport aux abstinents, aux non-abstinents, pardon. De même, leur communication au sein du couple serait de 22% supérieure à celle des autres couples. Et concernant le sexe, il faut croire qu'un couple ayant déjà fait l'amour a 15% de rapport de qualité en moins comparé à un couple qui attend le mariage avant eh bien, de faire cela. Mais pourquoi cela semble-t-il si bénéfique? Le professeur Busby explique que les couples qui attendent en profitent pour davantage discuter, communiquer et qu'ils instaurent ainsi une stabilité sur le plus long terme.
voyez qu'il y a tout à gagner à suivre ces principes qui sont des principes simples, mais qui derrière payent. Ça paye de respecter des principes. Alors on continue. Avoir au moins une relation intime avant le mariage est relié à une hausse du risque de divorce qui va de 53 à 166%. C'est énorme. Il y a un risque de dissolution maritale substantiellement plus élevé si la femme a eu à la fois des relations sexuelles avec un autre homme et cohabité avec lui. Vous voyez, quelque chose qui peut paraître banal aujourd'hui, on a banalisé les choses. Non, ces principes-là sont des principes qui amènent action-réaction. Les femmes qui étaient sexuellement actives avant le mariage font face à un risque de divorce considérablement plus élevé que les femmes qui étaient vierges à leur mariage. Ces taux élevés contribuent à l'augmentation du nombre de familles monoparentales, avec la seule mère pour responsable. Beaucoup d'entre elles vivant en dessous du niveau de pauvreté, parce que c'est ça aussi la répercussion, c'est ça aussi que ça implique. Sans compter que les coûts personnels et émotionnels du divorce pour les parents et les enfants sont eux aussi très élevés. Chaque année où elles repoussent le sexe, le risque de dissolution maritale est réduit d'environ 8%. Tous ces chiffres mis bout à bout font qu'à un moment donné, on voit que garder ces principes-là, c'est important. Plus de 25% des adolescentes actives sexuellement rapportent être déprimées la plupart ou une grande partie du temps, soit un ratio 3 fois plus élevé que pour les adolescentes non actives sexuellement. Les garçons de 14 à 17 ans étant actifs sexuellement rapportent être déprimés tout le temps, la plupart du temps et une grande partie du temps 2 fois plus que ceux qui n'ont pas d'activité sexuelle. 14,3% des filles sexuellement actives rapportent avoir effectué une tentative de suicide dans les 12 derniers mois, alors que seulement 5,1% des filles sexuellement non actives sont dans cette situation. Donc le contraste entre les jeunes hommes sexuellement actifs et les garçons inactifs sexuellement est encore plus grand, 8 fois plus élevé. Donc ça a une répercussion même au niveau du psychisme. Et on assiste à ce qu'on appelle aujourd'hui le petting. Et vous avez ici cette histoire. Monique était élevée dans un foyer chrétien avec des principes moraux auxquels elle tenait beaucoup. À sa majorité, elle commença à fréquenter André. Il n'était pas chrétien, mais comme elle ne connaissait pas de garçon chrétien, elle continua de sortir avec lui. Il était amusant, intéressant, poli et il avait d'autres intérêts que ceux de Monique. Ils commencèrent à pratiquer des jeux amoureux toujours plus intimes qu'ils poussaient toujours plus loin. Monique n'aimait pas cet aspect de leur relation, mais pour ne pas perdre son fiancé, elle décida de laisser aller et de faire attention. Les choses n'ont pas tardé à être poussées par lui bien plus loin qu'elle n'aurait jamais songé. À partir de là, elle s'est sentie complètement écœurée. Les jeux de l'amour, donc en anglais ce qu'on appelle le petting, ont une force terrible. Ceux qui s'y engagent tendent à changer les règles au fur et à mesure qu'ils les poussent plus loin, car très peu connaissent les règles. Et ce petting va un pas au-delà des caresses et des baisers sans arriver jusqu'à l'acte sexuel. Donc, on parle de l'acte sexuel, mais sans arriver à l'acte sexuel, ce petting met en danger un couple dans la construction émotionnelle, dans la construction de l'identité. Alors, les médias ont aussi également leur part de responsabilité. Vous avez des émissions comme Marié au premier regard. Je ne sais pas si vous imaginez, au premier regard, voilà, je décide de me marier. Mais est-ce que vous pensez qu'au simple premier regard, vous allez faire le bon choix? C'est impensable. Des émissions comme ça, c'est une aberration ambulante. Donc, et vous avez cette description, une sorte de biotique. Donc, une jeune femme se retrouve avec une compatibilité presque identique avec deux hommes. Elle va devoir elle-même choisir celui avec qui elle poursuivra l'expérience sans jamais le rencontrer. Mais qu'est-ce que ça formate dans l'esprit des jeunes? Le regard suffit. Ah ben voilà, je fais le choix en 2 secondes. Et vous avez encore ce formatage des médias. La dernière émission. Ou après, ouais. Donc vous avez par exemple Netflix, qui est un pourvoyeur de séries pour les jeunes, avec un reformatage complet au niveau sexuel. Vous avez cette première série Sex Education et l'autre Sex Explain. Et ce qui est très intéressant, c'est que avec la crise que nous traversons actuellement au niveau du coronavirus,
vous avez aujourd'hui, économiquement, on assiste à une sorte de krach économique. Et j'entendais cette semaine un commentateur économique qui disait qu'il y a une valeur sur laquelle les gens sont en train d'investir. Laquelle? Netflix. Pourquoi? Comme les gens étant confinés, les gens regardent la télévision. Donc les gens s'abonnent à Netflix. Et les gens sont en train de parier que les gens vont de plus en plus s'abonner à Netflix à cause de cette crise du coronavirus. Donc vous voyez comment on assiste à un reformatage complet à tous les niveaux, et pas seulement celui-ci. Vous avez ce dessin animé qui sort apparemment au mois de mars, Onward, et en anglais c'est En avant. Dans cette nouvelle création de Disney, on pourra suivre les folles aventures de deux frères, elfes, qui espèrent ramener leur père à la vie. Et voici le commentaire. Dans la banlieue d'un univers imaginable, deux frères se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. Dans ce voyage féerique, ils rencontreront de nombreux personnages, dont l'officier de police Specter, une licorne cyclope lesbienne. C'est pour les enfants. Ne mettez jamais votre enfant devant ce type de programme. On assiste à un véritable lavage de cerveau. Et de plus en plus, il y en a. Je ne vous ai pas mis la liste, mais c'est aujourd'hui des centaines de films, de séries qui prônent ce type de pratique. Parce que quand on change notre goût, ce n'est pas forcément notre goût pour l'alimentation, notre goût aussi pour ce genre de choses. Vous changez votre humeur, vous changez votre comportement et vous créez, et c'est le cas de le dire, on verra ça dans une prochaine fois, une dépendance totale. Sur la contraception, c'est pareil. Je ne vais pas rentrer dans le détail cet après-midi, mais se pourrait-il que nous ayons eu un reformatage complet dans le domaine de la contraception et que nous ayons oublié qu'il y a des méthodes naturelles, notamment la méthode Billings, qui sont des méthodes efficaces, si tant est que, eh bien, on sache comment fonctionne son corps et qu'on ne soit pas dans une dépendance sexuelle qui fasse que on a besoin d'accomplir cet acte tous les 4 matins parce qu'on n'arrive pas à contrôler ses émotions. Et c'est là le gros problème. On n'est pas dans faites l'amour, non. On est justement dans le fait de contrôler ses émotions. Je ne sais pas si vous voyez toute la différence. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est bien beau de parler de contraception, mais si c'est pour prendre la pilule avec cette pilule qui perturbe les taux sanguins des vitamines B, notamment B12, B6 et B9, B2 également, qui perturbe la concentration en zinc, la concentration en magnésium, qui augmente le taux de stérilité, avec un problème de sevrage également, et le taux accru d'anomalies congénitales. C'est cher payé pour un produit chimique, alors qu'il y a d'autres méthodes. Vous voyez, on assiste à un reformatage complet. Par rapport à la conception elle-même, comment? Eh bien, nous sommes passés pendant plus de 5000 ans à un acte naturel qui s'appelle l'accouchement, à un acte médical. Il n'y a pas plus naturel. Est-ce que quand vous accouchez, vous êtes malade? Non. Et bien pourtant, pourquoi allez-vous à l'hôpital? Parce qu'on va à l'hôpital lorsqu'on est malade. Non? Je pense. Eh bien, aujourd'hui, on a complètement formaté le monde en pensant que être enceinte, c'était être malade. Ça demande une véritable préparation. Et donc, je vous invite pour ceux et celles, et j'inclus aussi les hommes, parce que, c'est ce qu'on va voir dans un instant, devenir parent, ce n'est pas seulement le problème et l'affaire de la femme. C'est le problème des deux. Et c'est vrai qu'on l'oublie, malheureusement. Parce qu'on ne décide pas du jour au lendemain de dire demain on va faire un enfant et puis voilà. Non, ça se prépare. Et on va voir pourquoi ça se prépare. Parce que dans cet ouvrage que vraiment je recommande la lecture, même si vous avez déjà eu des enfants, vous allez comprendre l'impact de tout cela. Dans cet ouvrage, Devenir parent de Daniel Starenki, l'ouvrage est très très bien fait. C'est à la fois la préparation efficace à la grossesse, maternage et paternage, comment allaiter avec succès, les besoins du nourrisson, un sevrage réussi, la croissance normale du bébé allaité, l'apprentissage en douleur du petit, source de nutriments essentiels et recettes. Vous avez tous les ingrédients pour les deux, hommes et femmes, pour savoir comment concevoir un enfant.
Alors, parce que qu'est-ce que nous léguons à nos enfants? Il ne faut pas penser que c'est la femme qui va léguer uniquement son patrimoine génétique. Non, il y a, je pense, la combinaison d'un spermatozoïde et d'un ovule qui fait que chacun lègue plus ou moins son patrimoine. Donc, ça veut dire que ça se prépare. Parce que si vous pensez que vous allez léguer votre patrimoine après avoir mangé n'importe quoi, bu n'importe quoi, fumé n'importe quoi et fait n'importe quoi, ben vous allez transmettre ce n'importe quoi à vos enfants. Et c'est ça le drame aujourd'hui, c'est qu'on pense que non, on peut concevoir sans préparer quoi que ce On en soit. vient à présent à cette découverte étonnante des chercheurs de l'Université de Genève. On savait que les abus subis laissaient des séquelles psychiques chez les victimes. On apprend aujourd'hui qu'ils laissent également une trace biologique dans leur ADN, une trace que ces chercheurs sont même parvenus à mesurer. Les explications d'Yvan Elie et Chantal Panatier. Maltraitance, viol, autant de traumatismes qui laissent des traces, et pas seulement psychiques. Certaines de ces victimes consultent en psychiatrie. Elles ont accepté de donner leur sang pour analyse. On est allé chercher s'il y avait en quelque sorte des cicatrices sur l'ADN des événements vécus par ces personnes, qui pouvaient être des abus, de la maltraitance ou des circonstances de vie assez difficiles plutôt dans l'enfance. Dans l'ADN, les chercheurs isolent un gène, celui qui répond à un stress très fort résultant d'un traumatisme. Un traumatisme que les patients décrivent en répondant à un questionnaire. Ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau de l'ADN extrait du sang des patients, on a trouvé que proportionnellement à ce qu'ils avaient subi, on trouvait des modifications chimiques de leur ADN. Donc vraiment que cette cicatrice était mesurable. Le traumatisme s'inscrit donc dans notre génome. Et sa trace survit à chaque division cellulaire. Chez les humains comme chez les souris, elle se transmet jusqu'à 3 générations au moins. Très récemment, on a eu cette situation, grand-mère, mère-fille. La grand-mère a un mari qui a violé la fille et de là est issue une petite fille, donc le produit de l'inceste. On a fait une analyse de méthylation sur ces 3 générations et on observe que celle qui a la cicatrice la plus grande, c'est bien la petite fille qui est donc le fruit de l'inceste. Le gène de la grand-mère, profondément choqué, est moins marqué que celui de la mère qui a subi le viol. Mais la petite fille, qui n'a jamais été violée, porte la plus grande cicatrice. Mais il y a une bonne nouvelle, cette trace, on peut l'effacer. Voilà. Ça montre quoi? Ça montre que, en fonction de notre histoire, nous allons laisser des marqueurs au niveau de notre ADN. Et ces marqueurs vont être transmis à notre descendance. Mais la bonne nouvelle, comme le reportage termine, c'est que ces marqueurs peuvent s'effacer. Et donc ça permet quoi? Ça permet que si on comprend comment fonctionne notre corps, eh bien ça permet de limiter ces traces, ça permet de limiter l'impact d'un événement, l'impact de nos habitudes sur eh bien, notre descendance. Alors on estime en moyenne qu'il y a 800 dommages portés à notre ADN dans notre corps par heure. Quand j'ai trouvé ce chiffre-là, je me suis dit « Oh, c'est énorme !» Il y a chaque heure, 800 dommages qui sont faits à notre ADN, ce qui représente 19 000 coups portés à notre ADN chaque jour. De plus, les dommages à l'ADN peuvent provoquer des mutations et donner lieu à des cancers s'ils ne sont pas réparés. Heureusement, la régulation de la réparation de l'ADN peut être ajoutée à la liste des processus biologiques qui sont influencés par ce que nous mangeons. Et plus précisément, cela peut expliquer en partie les effets de prévention du cancer de nombreux végétaux. C'est pour ça qu'il est important de manger des végétaux qui soient vivants avec le maximum d'antioxydants, parce que ces antioxydants, on va voir les solutions après, ont un rôle clé dans la réparation de l'ADN. Ce qu'il faut privilégier, avocat, laitue, cresson, épinards crus, brocoli, chou chinois, citron, kaki, tous les petits fruits rouges, fraises et surtout bio. N'achetez pas, quand ce n'est pas bio, n'allez surtout pas sur les fraises. La myrtille, les pommes, tout ce qui est bêta-carotène, zinc, oléagineux, céréales complètes. Ce sont des éléments qui vont participer à la réparation de l'ADN. Et lorsqu'il y a eu des chocs et autres, vous avez par exemple un produit comme celui-ci qui est ce qu'on appelle, c'est un extrait de spiruline. C'est de la phycocyanine. Et la propriété de la phycocyanine, c'est qu'elle répare l'ADN. Ça permet de réparer
tous ces liens, tout ce qui a pu être endommagé. Alors, qui influence le plus? Le père, la mère ou les deux? On voit que finalement, les deux ont une influence identique. Chacun va influencer dans ce que va devenir l'enfant. Fausse couche et qualité du sperme. Et c'est là où vous allez voir le rôle du père dans la procréation. Dans un monde, 1 à 2 couples sur 100 en âge de procréer se voient confrontés à des fausses couches répétées. C'est énorme. Plusieurs causes, souvent maternelles, viennent expliquer ces avortements spontanés s'achevant avant les 12 semaines d'aménorrhée. Récemment, des chercheurs britanniques se sont aperçus que le sperme des hommes de ces couples avait tendance à représenter un ADN 2 fois plus endommagé que la normale. Vous avez cette étude dans Clinical Chemistry. Parmi les causes les plus fréquentes, on retrouve quoi? Des analyses chromosomiques et des malformations chez l'embryon ou le fœtus, des infections, une consommation de substances comme alcool, drogue et certains médicaments. Quand la fausse couche se répète, au-delà de 3 interruptions consécutives de grossesse avant la 12e semaine d'aménorrhée, des investigations cliniques sont mises en place. Donc pour en savoir plus, l'équipe de chercheurs a analysé et comparé le sperme de 50 hommes dont la femme avait subi des fausses couches répétées, avec celui de 60 hommes dont le couple n'avait pas subi de tels événements. Quels vont être les résultats? Pas de différence concernant le volume de sperme et le nombre ou la mobilité des spermatozoïdes. Par contre, le sperme des hommes ayant dû affronter des fausses couches au sein de leur couple était 2 fois plus endommagé que le groupe témoin. Et on voit donc l'impact qu'a ces altérations au niveau de l'ADN. Voilà. Donc, quels sont les différents conseils que l'on peut prescrire pour des problèmes de fertilité? De nombreuses études ont montré que certaines substances de notre environnement et de notre alimentation peuvent compromettre la qualité du sperme, notamment tout ce qui est pesticides, PCB, les métaux lourds de toutes sortes, et puis toutes les phtalates, donc les matières plastiques, encre, les alkylphénols, les détergents, cosmétiques et le bisphénol A. Tout ça va perturber la qualité du sperme. Les hommes qui utilisent quotidiennement des cosmétiques type déodorant, après rasage, crème solaire, ont 5 fois plus de risques d'avoir un moins bon sperme que la normale. Et là encore, en cause, ce sont les perturbateurs endocriniens. Donc, il est recommandé de ne pas consommer d'alcool, de ne pas consommer de soda, tabac, de ne pas être en surpoids ou en excès de graisse abdominale et surtout de ne pas consommer des médicaments comme les bêta-bloquants, les antidépresseurs, etc. Vous avez ici l'alimentation à privilégier, à savoir les oméga 3, les antioxydants, le magnésium et les plantes. Je connais par exemple un très bon naturopathe qui se trouve à Lamballe. Vous pouvez rechercher sur Internet. Le magasin s'appelle Pollen, PO2LEN, à Lamballe, dans le 22. Et il a tous les protocoles que vous pouvez trouver donc chez lui pour, lorsqu'il y a des problèmes de fertilité. Science et Vie alors, a fait sortir un article intéressant puisque on voit que l'obésité va modifier 5000 gènes dans le sperme des hommes. Et ça va être transmis. Donc ne pensons pas que la femme n'est que la seule à transmettre des choses à l'enfant. L'homme a un rôle capital également, puisqu'on voit que si un homme est obèse, ses spermatozoïdes transmettent à ses enfants une marque biochimique. On a un marqueur biochimique qui est transmis. Et ce qui va faire que l'enfant a de très très fortes chances de devenir lui-même obèse. Alors, voyons ici cette vidéo très intéressante. Les progrès de la science ont mis en lumière cette incroyable sensibilité du fœtus à tous ces événements vécus par la mère. C'est en étudiant nos gènes, hérités de nos parents au moment de la procréation, qu'ils ont fait ces découvertes. C'est la combinaison de ces gènes qui fait de chacun d'entre nous un être unique. Réunis dans l'ADN, présent dans chacune des cellules de notre corps, nous imaginions cette combinaison immuable. Eh bien non. Depuis 10 ans, des recherches sur le génome humain ont débouché sur de nouvelles connaissances qui constituent des avancées majeures. Si on pense que le génome humain ne contient finalement que, si on peut dire, 20 000 gènes, et que c'est à peu près la moitié du génome du riz,
on comprend que le génome ne fait pas tout, n'est pas tout dans ce que devient un être humain. Voilà l'une des découvertes essentielles. Nos gènes sont sensibles à toutes sortes d'événements, qu'ils soient d'ordre physiologique ou émotionnel, et ceci dès la vie intra-utérine. Les scientifiques parlent de l'influence de l'environnement dans l'activation ou non de nos gènes. C'est cette interaction qui va orienter le développement du fœtus, lui donner une trajectoire de vie unique. Cette relation entre le gène et son environnement s'appelle l'épigénétique. On est conscient que l'environnement conditionne notre avenir. Mais le point le plus important, c'est qu'au plus précocement notre environnement est favorable ou défavorable, au plus il aura un impact tardivement. L'environnement, c'est au sens très large. Il y a tout ce que le bébé, le fœtus, va recevoir comme signaux extérieurs, en fait. Cet environnement comprend de la nutrition, mais également le stress éventuel, l'exposition à des contaminants, des facteurs toxiques. Et tous ces facteurs vont avoir une importance particulière durant cette période de développement. Voilà, donc on voit l'impact de tous ces éléments. Donc, il est important de comprendre que notre style de vie est déterminant. Vous avez cet ouvrage, que je trouve très intéressant, 21 jours pour changer. 21 jours, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est 3 semaines. C'est rien. Qu'est-ce que 3 semaines pour changer un terrain qui a été endommagé pendant peut-être 10 ou 15 ans? Et oui, la capacité du corps à rebondir, à cette capacité de résilience du corps qui est extraordinaire. Alors, la grossesse, c'est aussi un élément qui est très important dans le choix de l'alimentation, mais pas que. Nous avons vu cet aspect de la conception. La grossesse doit être l'objet de toutes les attentions et durant cette période, une alimentation équilibrée s'avère primordiale pour assurer le bon développement du fœtus. Et on voit que notamment, il est important de privilégier certains aliments comme les folates, le calcium, la vitamine D, le fer et l'iode. Chacun de ces éléments-là, vous avez le bénéfice à côté et j'ai mis les sources alimentaires qui permettent d'avoir ces apports, ces nutriments. Vous pourrez retrouver ça sur la vidéo. Je vais juste par exemple prendre les folates. Les folates permettent le développement du système nerveux du nourrisson. Ils sont nécessaires à la synthèse de l'ADN. Donc les folates, c'est une clé très importante. On va les trouver où? Dans les épinards crus, dans la mâche, le pissenlit, melon, noix, châtaigne, les légumes à feuilles, les champignons, olives ou huile d'olive, pommes, poires, prunes. Vous voyez, on a un large éventail de sources de folates. Idem pour le calcium, pour la vitamine D, pour le fer, où on peut trouver ça aussi dans de très nombreux aliments, et puis l'iode. Donc la nature regorge de substances nutritives pour avoir une grossesse équilibrée et pour que cette grossesse permette d'apporter le maximum de nutriments à l'enfant. Mais là où le bas blesse, c'est que nous assistons à un reformatage. Reformatage au niveau de notre goût. Parce que si notre goût est changé, nous n'irons pas forcément vers ces aliments. Et nous irons vers des aliments industrialisés qui finalement n'apportent plus grand-chose. Un élément important, c'est qu'un lien se crée. Et ce lien, on ne peut pas le couper, sauf à la naissance. C'est le cordon ombilical. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le cordon ombilical? Le cordon ombilical sert à faire vivre l'enfant dans le ventre de sa mère en lui apportant nourriture et oxygène tout en évacuant ses déchets. Extraordinaire. Mais on voit que vous avez 3 vaisseaux sanguins, une veine et 2 artères. La veine récupère au niveau du placenta de la nourriture et de l'oxygène qui provient du sang maternel pour les apporter au fœtus. Donc en fonction de l'alimentation, en fonction de la qualité du sang, on va nourrir plus ou moins bien l'enfant. Et on voit là encore l'impact de tout cela sur le développement de l'enfant. Vous avez une étude qui a été faite. Dans cette étude, les chercheurs du Monell Chemical Sciences Center de Philadelphie ont constitué 3 groupes de femmes enceintes. Dans le premier groupe, elles ont consommé un jus de carotte 4 fois par semaine pendant 3 semaines à la fin de la grossesse, puis de l'eau après la naissance. Le deuxième groupe a consommé de l'eau à la fin de la grossesse, puis du jus de carotte pendant les 2 premiers mois de la période de lactation. Et le troisième groupe était constitué de femmes qui buvaient de l'eau avant et après la grossesse. Alors les chercheurs ont surveillé l'introduction de céréales dans le régime alimentaire des bébés vers 5 mois et demi
Et dans un cas, ces céréales étaient accompagnées de jus de carotte. Dans l'autre, elles étaient accompagnées d'eau. Les scientifiques ont alors remarqué que les enfants exposés au jus de carotte, que ce soit dans le ventre de leur mère ou lors de la tétée, consommaient significativement plus de céréales goût carotte que les autres. D'après les mères chargées de noter la satisfaction, ces bébés avaient l'air de beaucoup plus apprécier les repas goût carotte. Cette étude prouverait ainsi le rôle prédominant de la mère dans la formation des goûts de l'enfant en matière alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la grossesse, trop souvent on dit oui, la femme, j'ai une envie de ça, j'ai une envie de... Non, il faut avoir dans sa palette d'aliments un choix le plus large possible. Pourquoi? Parce que plus la palette alimentaire va être large et plus après l'enfant va s'habituer à manger tout ce qu'on va lui mettre dans l'assiette. Si vous mangez que des pommes de terre et pas grand-chose derrière, c'est sûr que votre enfant... Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit l'influence, y compris dans la constitution du liquide amniotique. Parce que ce liquide amniotique, il est la résultante de tout cela. Alors, dans ce formatage, nous avons vu tout à l'heure que ce formatage, il concerne toutes les tranches d'âge. Et nous avions vu que du plus âgé au plus jeune, tout le monde est concerné, mais qu'il manquait quelqu'un et on a vu qu'il manquait le fœtus. Se pourrait-il que dans la tentative de manipuler, de faire du marketing, d'influencer les gens, et dès le plus jeune âge, plus on influence les gens à acheter tôt ou à être conditionnés par une marque, plus on le fait tôt, plus ces gens auront tendance à acheter cette marque lorsqu'ils grandiront. On se suit? Jusqu'où va le marketing pour influencer les gens? Écoutez bien ce qui suit. Pourquoi c'est important? Parce qu'on voit réellement que finalement, il n'y a aucune limite à la manipulation. Rien n'arrête les publicitaires et la manière dont le marketing est conçu. Parce que concevoir des publicités pour commencer à impacter l'enfant déjà in utero, il fallait vraiment y penser. Et c'est là où, pour celles qui soit sont enceintes, soit qui veulent avoir des enfants, coupez la télévision systématiquement pendant toute votre grossesse, si vous voulez continuer à avoir de télévision, mais coupez réellement parce que l'impact de la publicité était énorme par rapport au fœtus. Alors, le drame, parce qu'on va bientôt arriver à ce qu'au lieu que les premiers mots de l'enfant soient papa ou quoi d'autre, et maman, ça serait dramatique que ça soit Coca ou McDo. Mais on en arrive à ça, parce que c'est exactement là où finalement ces publicitaires nous conduisent. Parce que le formatage a eu lieu, l'imprégnation est telle. Pourquoi c'est important de comprendre ce qu'il y a dans le cordon ombilical? Parce que vous avez une analyse qui a été faite, les femmes enceintes sont très exposées aux métaux lourds. Pourquoi? Eh bien tout simplement, l'étude a montré un échantillon donc, de 4145 femmes ayant accouché, 13 métaux et métalloïdes ont été dosés dans les prélèvements sanguins du cordon ombilical. Quasiment aujourd'hui, c'est quasiment tout le monde qui est... Alors oui, à l'exception du mercure détecté seulement chez 91% de ces femmes enceintes, du plomb et de l'arsenic ont été trouvés dans la totalité des prélèvements. Ça, c'est l'héritage qu'on donne à nos enfants. Hein. Donc c'est, ok, bienvenue dans notre monde. Alors, on va te donner un petit peu de mercure, un petit peu de plomb, un petit peu de ça. Pas de problème. Et ça, c'est transmis. Donc, c'est pour ça que c'est important, avant de procréer, avant de commencer à imaginer d'avoir un enfant, c'est de faire une détox totale, de dépolluer le corps en profondeur pour qu'il n'y ait pas de transmission de tous ces éléments qui vont jouer un rôle majeur dans la formation même du cerveau. Et c'est ça qui est quand même dommageable. Vous avez cet ouvrage très intéressant de Fabrice Nicolino, un empoisonnement universel avec ce sous-titre « Comment les produits chimiques ont envahi la planète » et qui pose la question « Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ?» Et il dit « Comment et pourquoi l'industrie chimique a pu libérer dans l'eau, l'air, le sol, les aliments et jusque dans les sangs des nouveau-nés plus de 70 millions de molécules chimiques, toutes différentes les unes des autres. » Je ne sais pas si vous voyez, 70 millions de molécules chimiques. Pourquoi des maladies comme le cancer, l'obésité, le diabète, Alzheimer, Parkinson, l'asthme et même l'autisme flambent toutes en même temps? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même se poser des questions.
Pourquoi il y a 100 ans, alors qu'on n'était pas encore aussi éclairé scientifiquement et médicalement parlant, on n'avait pas tout ça? Et pourquoi aujourd'hui, ça explose de partout? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Comment les normes officielles ont été truquées? Que contient vraiment l'eau potable? Comment les transnationales ont été organisées ou ont organisé une désinformation planétaire sur cet empoisonnement universel? Y a-t-il une chance de s'en sortir? L'ouvrage est vraiment très intéressant. Et il donne l'exemple des perturbateurs endocriniens. Et vous pourrez lire un petit peu ce qu'il dit ici. Il dit « Imitant à la perfection les hormones naturelles, les perturbateurs endocriniens et ces molécules pénètrent les organismes et nuisent gravement à des fonctions comme le sommeil, la circulation sanguine, mais aussi la sexualité ou la reproduction. » Donc on voit que l'impact de ces éléments-là, il est dévastateur. Alors j'en arrive à je fais juste une petite parenthèse sur un composé chimique qui s'appelle le PFOA. C'est un organisme, c'est un acide perfluoroactanoïque. Donc on va plutôt retenir le nom de l'abréviation de PFOA. Le PFOA, c'est un polluant organique persistant que l'on retrouve dans les revêtements antiadhésifs, notamment de vos poils, mesdames, des emballages compatibles micro-ondes, certains textiles, les tapis résistants aux taches, les boîtes à pizza qui n'absorbent pas la graisse. Voilà. On le retrouvait quasiment partout. Vous avez ce film qui est sorti, Dark Waters, je crois qu'il est même d'ailleurs sorti cette semaine, qui est un film remarquable. Il s'agit d'une histoire vraie. C'est un avocat qui travaille dans un cabinet d'avocats et qui défend l'industrie chimique. Et un beau jour, un agriculteur vient le voir, et cet agriculteur, ils ne se connaissent pas, mais cet agriculteur habite dans le village ou dans la petite ville où habite sa grand-mère. Donc il s'y rend, et il dit, mais qu'est-ce que je vais voir? Et cet agriculteur lui raconte ce qui lui est arrivé. Il a perdu 190 vaches, qui sont mortes dans des conditions, vous voyez les dents qui sont complètement noires, mais vraiment incroyables, les organes dans des états, le cœur, etc., les organes dans des états mais terribles. Et juste à côté, il y a une industrie chimique, DuPont, qui fabrique le fameux PFOA qui a servi jusqu'il y a peu, parce qu'apparemment en juillet 2020, les PFOA vont être interdits. PFOA et PFET, c'est assez proche. Et donc le téflon ou le PTFE, que l'on retrouve. J'ai vu ce reportage. J'ai eu ces éléments le week-end dernier. Vous voyez, c'est tout récent. Et ma femme venait d'acheter 15 jours avant des poils, parce que c'est vrai que c'est pratique, ce type de revêtement, parce que ça n'accroche pas, il n'y a pas besoin de graisse. Et je regarde, il n'y avait pas de PFOA, mais il y avait du PTFE, qui n'est pas mieux. Elle les a ramenés, on bazarde tout, parce que quand vous allez voir quel est aujourd'hui l'impact. Voilà. Donc, inerte et inoffensif à basse température. Je ne pense pas que vous utilisiez une poêle pour mettre juste un aliment et puis lui faire un petit tour. Vous revenez, vous attendez que ça se passe. Non, vous le mettez sur le gaz, ça chauffe. Et vous voyez que le téflon devient toxique à 230 degrés. Il faut savoir qu'une poêle atteint les 250 après quelques minutes en cuisson normale. Quel est l'impact? Eh bien, en cas d'exposition prolongée en PFOA, le PFOA migre, va entraîner une augmentation du taux de cholestérol, des effets dangereux sur le fœtus, un faible poids à la naissance, des effets sur le système immunitaire, sur le foie, sur la thyroïde. Les cancers du rein ou encore des testicules ont été liés à l'exposition au PFOA. Et là, après vous faites ce que vous voulez, mais vous ne pourrez pas dire que vous ne connaissez pas maintenant l'information, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à… On a utilisé des ustensiles de cuisine qui sont hautement toxiques. Ces poêles avec le revêtement. Donc, il faut bien regarder que vos poêles ne contiennent ni PFOA ni PTFE. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors, la conclusion de tout cela, on estime que le PFOA est dans le sang de pratiquement tout organisme vivant sur cette planète, y compris dans 99% des êtres humains. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un sacré héritage. Aujourd'hui, grâce au travail de Robert Bilott, cet avocat, il y a des mouvements croissants à travers le monde pour bannir le PFOA et pour enquêter sur près de 600 produits chimiques qui, à jamais, sont liés pratiquement tous non réglementés. Donc, c'est-à-dire que le PFOA, même s'il est arrêté en juillet, il y a tous les autres.
600 substances qui sont tout autant dommageables pour le corps. Alors, ce qui est dommage, c'est que l'AFSA a jugé que finalement, il n'y avait pas de souci et que les normes que nous avons sont 600 fois inférieures à la dose journalière tolérable. Mais si vous augmentez le taux acceptable au niveau du corps humain, c'est sûr que ça sera toujours 600 fois inférieur. Mais 600 fois inférieur, cette dose-là, si elle est déjà cancérigène, c'est clair que là, on biaise l'approche. Et aux États-Unis, ils ont du recul. L'avocat a attaqué DuPont, la société DuPont, qui fabriquait, c'est 3N qui a fabriqué le PFOA, DuPont qui l'a exploité pendant des années jusqu'en apparemment 2005, date où ils ont soi-disant arrêté de le fabriquer, mais c'était toujours en circulation. Et aujourd'hui, l'avocat a obtenu plus de 670 millions de dommages et intérêts. Bon, 1 milliard, c'est juste une année de bénéfice, hein, donc vous voyez, ça ne va pas leur faire mal au niveau du budget. Mais c'est le début. Il a sacrifié 15 années de sa vie pour en arriver là. Alors l'accouchement, pareil. Se pourrait-il que nous ayons un reformatage complet au niveau de l'accouchement, de la manière d'accoucher? Comment faire d'un acte naturel un acte médicalisé? Parce que, excusez-moi du peu, mais je peux me tromper, mais il me semble que pendant 5500 ans, l'accouchement était naturel et qu'il n'était pas considéré comme un acte médical. Alors peut-être que je me trompe, mais pourquoi tout d'un coup, il faut que cet acte naturel devienne un acte médical et qu'il faille forcément un médecin? Et comme il faut forcément un médecin, on passe d'une position normale, qui est une position debout ou assise, à une position allongée. Maintenant, expliquez-moi comment un solide fait pour être expulsé en position allongée. C'est très compliqué. C'est même pas fait pour. Pousser. Ah, voilà. Ah, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. On est passé d'une position naturelle, celle-ci, à une position, pourquoi allongée? Eh bien, comme c'est devenu un acte médical, il fallait donc un médecin. Et comme il fallait faciliter le travail du médecin, il fallait que le médecin puisse voir correctement ce qui se passe et donc passer en position allongée. Ah ben oui, ce n'était pas fait pour la femme, c'était fait pour le médecin. Et vous voyez comment on a complètement reformaté cela. J'ai 4 enfants. Mon premier accouchement, pas mon premier, mais le premier accouchement de ma femme s'est passé, et je l'ai vécu totalement, s'est passé à l'hôpital. Quand j'ai vu ça, je me dis plus jamais. Les 3 autres ont été faits à la maison. Je peux vous dire que ça se passe très bien. Il y a un accompagnement. Mais pourquoi les femmes aux Pays-Bas accouchent en grande partie naturellement et pourquoi nous, en France, on est obligé de faire de cet acte naturel un acte médical? Là, il faudrait un jour qu'on m'explique. C'est terrible. Donc, vous avez cette loi de la gravité qui fait que, en position assise, forcément, le bébé descend tout seul et voilà. Alors, il y a un autre élément au niveau de l'accouchement. C'est comme, alors je ne dis pas que les femmes sont douillettes, mais comme on a complètement biaisé les choses, eh bien, on a incorporé, parce qu'un acte médical, il faut que ça se monnaie, il faut que ça fasse rentrer de l'argent. Donc, on fait quoi? Eh bien, forcément une péridurale, parce que là, on touche le jackpot. Cet effet secondaire dont on ne vous parlera jamais. Et pourtant, à en croire la science, les 2 Françaises sur 10 qui accouchent sans péridurale, ça veut dire qu'il y en a 8 sur 10 qui accouchent avec une péridurale. 8 sur 10. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la position qu'il faut et puis on n'a pas envie de souffrir. Donc, mais c'est pas, il faut passer à un moment donné à la caisse parce que ça ne se fait pas comme ça de manière anodine. Donc, de nombreuses études récentes ont été menées afin de mesurer les effets indésirables provoqués par cette anesthésie devenue tellement banale. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que si les femmes étaient mieux informées, les résultats de ces études, ce rapport de 2 pour 8, ne serait-il pas inversé comme c'est le cas en Grande-Bretagne? En Grande-Bretagne, ce n'est pas 8 sur 10 qui ont la péridurale, c'est 2 sur 10. Vous voyez, ça change la donne. Donc, est-ce qu'on est plus frileux ou plus frileuse que les Anglaises? Je ne pense pas. C'est une question d'information. Pourquoi? Parce que la péridurale amène plus d'interventions, plus de césariennes, un accouchement plus long. Ah ben oui, forcément. Des hormones perturbées, l'allaitement qui est complètement mis en péril, et on va voir pourquoi c'est important, les gènes et les douleurs, l'insatisfaction de l'accouchement. Vous ne ressentez plus rien. Et c'est ça qui est dramatique. L'adrénaline
n'est pas la seule hormone à être inhibée par la péridurale. En fait, toutes les hormones naturelles nécessaires au bon déroulement de la naissance sont perturbées. Donc on est en train de complètement changer ce qui était avant naturel, ce qui avait du sens, on est en train de tout chambouler. Alors, autre élément, l'ocytocine. L'ocytocine n'est plus sécrétée en quantité suffisante pour aider l'utérus à se contracter. Le risque de devoir prendre l'ocytocine de synthèse est triplé, provoquant des contractions fortes et fréquentes, mais pas forcément efficaces. Maman et bébé en paient les frais. Les endorphines, ces analgésiques naturels qui permettent à la maman de supporter la douleur et de s'évader durant la naissance, ne sont plus sécrétés en quantité suffisante. Il manque le pic d'ocytocine au moment de la naissance, celui qui permet à la maman et à son bébé de s'attacher immédiatement l'un à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez la répercussion. Rien que dans l'attachement, on est en train de couper cela, de détruire cela. Pour les brebis ayant reçu la péridurale lors d'une expérience, cet attachement naturel est tellement perturbé que 80% des bêtes abandonnent leurs petits juste après la naissance, ce qui naturellement n'existe pas. Certes, nous ne sommes pas des animaux, mais ceci illustre bien l'influence perturbatrice de la péridurale sur les fonctions naturelles. Si vous souhaitez nourrir au sein votre bébé, ce qui suit vous intéressera. Les mamans ayant reçu la péridurale arrêtent l'allaitement plutôt que les autres. Pourquoi? Parce que l'analgésique provoque une somnolence chez le bébé. Celui-ci est donc moins vigoureux pour téter. Bien souvent, sa maman est également épuisée juste après l'accouchement et par suite de l'anesthésie. L'ocytocine est produite en trop petite quantité pour une bonne production de lait. Donc les tout premiers instants après la naissance sont pourtant les plus importants pour initier un allaitement réussi. Et qu'est-ce que ça va amener? Aujourd'hui, alors même si c'est mieux qu'avant, 70% des bébés ont été nourris au sein au moment de leur naissance, 59% de manière exclusive et 11% avec un complément au biberon, contre 37% en 72 et 53% en 98. Donc mais le taux d'allaitement chute très rapidement après la sortie de la maternité. 38% seulement des nourrissons sont encore allaités à 4 mois, 19% à 6 mois et 5,3% à 1 an. Et pourquoi c'est dramatique? Parce que tout cet héritage, toute l'immunité qui va permettre, qu'il n'y a pas besoin de vaccin dès les premières semaines de la vie du bébé, il n'y a absolument besoin de rien du tout, il y a tous les anticorps avec l'allaitement. Le lait maternel est d'une importance vitale pour l'enfant. Un nouveau-né devrait pouvoir en bénéficier dès la première heure de son existence. Donc tout de suite, l'enfant sort. Premier réflexe, c'est mettre au sein, que l'enfant puisse allaiter. Et connaître sans le moindre délai le contact charnel avec sa mère. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on assiste, pas partout, mais à des accouchements déshumanisés, où l'enfant est séparé tout de suite de la mère et le contact ne se fait pas immédiatement. L'UNICEF produit un rapport à partir d'un ensemble d'études réalisées sur les 5 continents, toutes en faveur de la tétée précoce. Et elle montre que près d'un enfant sur 2, soit 77 millions de bébés à travers le monde, n'est pas mis au sein assez rapidement. Et donc, ce que l'on appelle le premier lait, donc c'est ce colostrum, qui est très riche et en nutriments et en anticorps, n'est pas donné en quantité suffisante à l'enfant. Les enfants allaités très rapidement ont de ce fait moins de risques d'être victimes de diarrhée, qui peuvent leur être fatales, et de pathologies respiratoires, en particulier dans les pays en voie de développement. Donc plus la mise au sein est tardive, plus le risque de mortalité augmente lors du premier mois de vie de l'enfant, là où il est le plus vulnérable aux maladies. Et chaque minute compte, c'est ce que nous trouvons dans cet article du Monde, le risque de mortalité du nourrisson augmenterait de 41% lorsque la première tétée est repoussée de 2 à 23 heures. Ce n'est pas grand-chose. Rien que le fait de repousser de 2 heures la tétée, on va augmenter le taux de mortalité de l'enfant de 41% et de 74% au-delà de 24 heures. Il s'agit donc d'une question de vie ou de mort. L'allaitement, c'est une question de vie ou de mort. C'est ce qui va permettre réellement à l'enfant de recevoir tous les anticorps nécessaires à sa protection et à son immunité. Et là, on voit que
pourquoi le colostrum, ce premier lait, qui n'est pas un lait réellement, c'est une sorte d'eau transparente, un petit peu blanchâtre. Le colostrum est particulièrement riche en protéines et notamment en immunoglobulines, les IgG, IgM, IgA, IgE, et ceci dit en haute concentration. La teneur est en effet 100 fois plus élevée que dans le lait maternel mature, et leur taux est encore plus élevé dans le colostrum des femmes qui ont accouché prématurément. Donc on voit que ce colostrum, il s'adapte en fonction des circonstances. Donc le colostrum joue, c'est ce que nous pouvons trouver sur ce site de Passeport Santé, joue ainsi le rôle d'un véritable vaccin. Alors, les propriétés ne s'arrêtent pas là parce qu'en plus de faciliter, de protéger la croissance des organes et en particulier celle du tube digestif, il permet également de faciliter l'expulsion du méconium, les premières selles donc du bébé, parce qu'il a des propriétés laxatives. Donc le colostrum joue aussi un rôle important dans la stabilisation de la glycémie et la régulation de l'immunité du nouveau-né. Et par ailleurs, il est riche en antioxydants, en facteurs de croissance, en vitamines, en minéraux et en acides aminés, ce qui a fait que certains l'ont appelé l'or liquide. Et des études ont montré son action bénéfique, notamment dans le domaine des allergies, des bronchites, des infections respiratoires et du système digestif. On voit que finalement que tout cela n'a pas été fait par hasard. Et on voit que ce reformatage vise à briser toutes ces chaînes, tous ces éléments, ces étapes de la vie qui normalement sont vitales et on passe complètement à côté. Alors qu'en est-il au sujet de l'enfant? Parce que c'est vrai que l'enfant grandit et là encore, il y a quelque chose d'important. Regardez cette vidéo. All right, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. 32 ans. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to make a change. Oh, yeah. You're graduating! Watch TV. You won't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... Yeah, I know how deep this. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. There are your fries, sweetie. I still can't believe you give this child freckles. I know, but it's the only thing that'll make him stop. J'ai trouvé cette vidéo très intéressante parce qu'elle illustre malheureusement le comportement de beaucoup. Et là, je ne suis pas là du tout pour juger, mais c'est vrai que des fois, on est submergé. Et on voit finalement qu'un choix qui est fait à la hâte, qui est fait dans la précipitation au niveau du conjoint, fait que la femme va se retrouver dans une situation de monoparentalité. Ce qui fait qu'elle est submergée. Excusez-moi, mais gérer tout cela, ça relève il faut être une superwoman, quoi. À un moment donné, être femme seule, à gérer un ou plusieurs enfants, mais c'est le parcours du combattant. Donc, on voit que dans ce qui est présenté ici, finalement, il y a besoin de temps de pause, et la femme a besoin de temps de pause. Et donc, on va essayer de trouver, pas forcément la facilité, mais quelque chose qui va faire que quand l'enfant est en crise alors qu'on est à bout, on a besoin de respirer. Et donc, finalement, on va vers le plus facile. Parce que dans cette dernière séquence, on voit que finalement il se retrouve sur la table d'opération à 32 ans. Pourquoi? Parce que c'est la succession de tous ces choix qui ont été faits dès l'enfance où on a fait un formatage de l'enfant. L'enfant fait une crise, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une tablette. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de l'alimentation. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant? Il associe un problème de stress avec une récompense
qui est soit le téléphone, soit la tablette, soit l'alimentation. Et donc pour lui, à chaque fois qu'il va être en situation de stress, il se dit « Ah, qu'est-ce que j'ai développé quand j'étais bébé ?» Paf, problème, stress, aliment, tablette, etc., etc. Il va associer ça pour calmer son état. Et donc, ce sont des réflexes qui vont se mettre en place naturellement. Donc, nous assistons à un reformatage, et notamment dans ce qui constitue la base du petit déjeuner français. Quand vous regardez la base, je dirais, d'un petit déjeuner classique français, c'est quoi? C'est du pain blanc, c'est un jus d'orange où, si vous trouvez encore une vitamine, ah ben là, il faut la chercher à la loupe, parce que c'est du jus concentré qui vient du Brésil où on a rajouté de l'eau et de la vitamine C rajoutée parce que forcément, depuis que c'était parti, il n'y avait plus du tout de vitamine C, donc il faut bien en rajouter quand même pour qu'au moins il y ait un semblant de vitamine C. Mais comme c'est de la vitamine C de synthèse, si vous l'assimilez, vous avez vraiment de la chance. Bon, enfin bon, vous voyez le tableau, avec un peu de café, etc., etc. Ce sont que des calories vides, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais parce qu'on n'a pas le temps. Alors, voici comment l'évolution s'est faite. Avant, le petit déjeuner, c'était ça. Un bol de lait, du pain, du beurre et de la confiture. Il fallait du temps pour préparer et du temps pour mastiquer. Maintenant, le petit déjeuner, faut que ça aille vite. Des céréales prêtes en un rien de temps. Et avalées tout aussi vite. Aujourd'hui, quasiment tous les enfants et presque un adulte sur deux consomment des céréales. Blé soufflé, pétales, boule au miel, les fabricants multiplient les recettes pour attirer les enfants, les femmes soucieuses de leur ligne et les familles au budget serré. Mais que valent ces céréales ? Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir ça sur YouTube, donc sur petit déjeuner, céréales. Bon. Même le petit déjeuner qui est décrit comme ce qui correspondait à ce qu'on faisait avant. Bon, il y a du lait de vache, c'est une cochonnerie, mais il y avait quand même un semblant de petit déjeuner. Il y avait un semblant. Bon, mais là aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et non seulement il n'y a plus rien, mais c'est bourré de sucre. Donc c'est ça le drame. Et en plus, c'est ce que vous avez dans le reportage, même sur les paquets fitness, c'est encore pire que le non-fitness. Donc ça n'a de fitness que le nom, quoi, hein. Donc on voit que c'est que du marketing. Les marques sont réellement là pour imprégner l'esprit de l'enfant à consommer ce type de produit. Donc, je vais m'arrêter là. Vous voyez que finalement, quand on démarre et qu'on essaie de faire le descriptif de ce qui se fait dès le début, il y a beaucoup de choses à dire et on aurait pu en dire beaucoup plus. Mais tout cela pour dire que eh bien, ce reformatage s'est fait dans des domaines où finalement on ne s'est pas rendu compte qu'il y a eu un switch qui s'est fait, il y a eu un glissement qui s'est fait et aujourd'hui c'est ancré dans les habitudes. Et ce n'est pas parce que c'est ancré que sur la nouvelle génération, pour ceux qui sont ou adolescentes ou qui fréquentent, ce n'est pas possible de remédier et de changer tout cela. Parce que ce n'est pas parce qu'on a mal commencé qu'on n'a pas la capacité de bien terminer. Et donc il nous faut prendre conscience que nous avons réellement, eh bien, la balle est dans notre camp. Parce que pourquoi je vais prendre ce paquet-là plutôt que des fruits et légumes ou autre chose? La décision m'appartient. Et c'est pour ça que tout commence ici. Et si nous comprenons que tout commence ici et que j'ai un choix conscient à faire, parce que ce n'est pas parce que je me retrouve avec tous ces produits dans ma cuisine que c'est forcé qu'il reste comme ça et que ça reste comme ça, que je continue à agir ainsi. Donc il y a possibilité de reformater dans le bon sens et de revenir à des principes sains qui vont nous aider eh bien, à construire une identité qui soit une identité où on fait des choix conscients parce qu'on sait que c'est ça qui va nous amener à l'épanouissement et c'est ça qui donne la vie finalement. Parce que quand vous faites ces choix, eh bien, vous vous rendez compte que ça a du sens. Et si ça a du sens,
eh bien, vous vous rendez compte que voilà, ça va ça participe eh bien, à l'épanouissement d'une famille dans toute sa globalité, à tous les niveaux. Donc vraiment, nous puissions prendre conscience que même s'il y a eu eh bien, un reformatage, rien n'empêche de mettre cela de côté et de repartir sur de bonnes bases.